14 millions de Français et Françaises qui aujourd'hui sont dans l'inaction par rapport à la transition écologique parce qu'ils se retrouvent coincés entre deux pôles extrêmes. Ouais. D'une part, le pôle des militants où ces Français estiment que le discours est très culpabilisant et de l'autre part, un pôle plutôt du greenwashing et du climato-scepticisme qui les saoule et les dégoûte. Et donc si tu veux, on s'est dit, ça veut dire qu'il y a un potentiel de gens qui ont envie de bien faire mais qui savent pas par où commencer. On s'est dit, il faut peut-être donner des modes d'emploi, en fait, très simples, pour se dire, voilà, on te met en action pour commencer à agir pour créer un monde meilleur. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Aude Baron, rédactrice en chef de 2050 Now, ce nouveau média. Alors je dis pas de qualificatif pour le moment puisqu'on va en parler tout de suite. Aude, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut François, bonjour à tous et à toutes. Merci pour venir parler de 2050 Now, ce nouveau média lancé dans le groupe Les Échos Le Parisien. Alors t'es pas toute seule. Donc 2050, je l'explique un peu, c'est un média sur la transition écologique. Alors je sais qu'on ne voulait pas qu'on dise juste écologique parce que ça c'est connoté, ça revêt plein de termes, de notions dont on parlera probablement dans cet épisode, mais c'est quand même important de le dire quand même, qu'on sache pour ceux qui n'ont pas entendu parler du lancement ce dont il s'agit. Et peut-être avant quand même de parler de ça, quelques mots sur ton parcours pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu es une journaliste à la base, on se connaît depuis quelques années donc j'ai pu suivre un peu ce beau parcours. Tu as commencé chez Europe 1, puis Radio Trafic. Alors je sais plus si je le dis bien dans l'ordre. L'infotrafic, ouais, j'ai commencé L'infotrafic. J'ai même mon tout premier média, rendons leur hommage, ça s'appelle L'Éperon, c'est un magazine papier spécialisé dans les sports équestres. C'est là où j'ai fait mes premières piges. D'accord. T'étais cavalière déjà ou rien à voir? Si, j'étais cavalière à l'époque. Et puis, au début, il faut bien, tu toques à toutes les portes. Ouais. Et quand t'as une passion, une expertise, du coup, tu vas dans ton média de référence. Ouais. Et pour moi, c'était le rêve, quoi. C'était L'Éperon avant d'aller plutôt côté radio. Et puis, t'as créé le Plus chez l'Obs. Alors, pour la petite histoire, t'avais, si je me souviens bien, un blog à l'époque sur les restos. Exactement. C'est ça qui cartonnait bien, les restos parisiens. Je sais plus comment ça s'appelait. Restodeparis.com que j'ai eu pendant 10 ans. Non, en fait, je l'ai eu pendant 10 ans et une année. J'ai fait une erreur en fait. Merde, t'as laissé passer le... Ouais, renouveler le nom de domaine et l'hébergement, ça me coûtait 150 € par an. Ce qui en fait, sur le coup, ça fait toujours un peu mal. Tu dis, putain, 150 € pour un truc dont je me sers plus du tout. Et j'ai laissé passer. 24 heures après, je me suis fait piquer mon nom de domaine parce que restodeparis.com, en termes de SEO, ça vaut de l'or. Pas mal, ouais. Et quand j'ai vu que ça avait été remplacé, là, j'ai eu très, très mal au cœur. Tu m'étonnes. Mais bon, c'est trop tard, c'est le jeu. Exactement. Et donc, ce qui fait que t'avais été repéré par l'Obs, c'était l'époque où ils essayaient aussi d'agréger un peu du trafic, etc. Donc, alors l'Obs plutôt m'avait repéré à l'époque parce que j'étais au poste.fr. Oui. Moi j'ai une petite spécialité d'être sur des médias qui ont surperformé et ensuite sont morts. Quand t'es parti. Après voilà. Et en fait au poste je m'étais spécialisée dans l'enquête en ligne et c'est là notamment où en parallèle de mon blog j'avais aussi développé une certaine compétence sur la construction et le développement de communautés. Ouais, c'est ça, t'étais connu pour ça. C'était un peu cette grande période et puis t'es parti chez Eurosport 8 ans. Et 9 ans, exactement. 9 ans. Ouais. 9 ans, 9 super belles années là-bas. Et ce qui était plutôt étonnant, puisque en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais j'y connaissais rien. Et je suis arrivée... Dans un monde assez masculin en plus. Il y avait une rédac 100% masculine. Et en fait, je suis arrivée à Eurosport, je ne savais même pas ce que c'était qu'un hors-jeu en foot. Et en fait, je me suis éclatée là-bas pendant 9 ans grâce à une équipe incroyable. Ouais, mais pourquoi, petit aparté, pourquoi est-on recruté en se disant justement cette fraîcheur, cette candeur,
managers, ça va être un peu sympa, ça va un peu changer Écoute, c'est la première question que j'ai posée au cabinet de recrutement quand ils sont venus me chercher. En fait, je pense qu'ils sont venus me chercher pour une raison qui était au départ très pragmatique. Ouais. L'ancien rédacteur en chef, Cédric Rouquette, que tu connais, Ouais, bien sûr. était hyper brillant. Hyper sportif. Hyper connaisseur. Exactement. Du sport. Très, très connaisseur. Et il avait construit vraiment une belle rédaction avec plein de méthodes. Et je pense qu'ils ont eu du mal à trouver quelqu'un parce qu'il y avait la comparaison sur la connaissance du milieu du sport, l'expérience. Et en fait, après plusieurs mois de recherche où ils trouvaient pas la personne idéale, c'est un cabinet de recrutement, Selma de Fresnel, que je remercie chaleureusement parce qu'elle a vraiment changé ma vie, qui a fait une recommandation à Arnaud Maillard, qui à l'époque dirigeait Eurosport, en disant mais il faut que tu choisisses quelqu'un de radicalement différent parce que la rédac est mûre et maintenant il faut vraiment casser les frontières. Et c'est là où en fait elle m'avait repéré et elle a fait appel à moi en se disant l'écrit est déjà très consolidé et maintenant il faut aller développer la narration sur les réseaux sociaux, la vidéo. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Plutôt que d'avoir un développement d'audience verticale où on est allé chercher de la VU en plus, ce qu'on n'a pas fait, on est allé chercher, moi c'est ce que j'appelle de la VU latérale. Donc c'est vraiment développer une audience sur d'autres plateformes. D'autres canaux, d'autres plateformes. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait avec la rédaction pendant 9 ans. D'accord. Et quel bilan ou leçon tu tires de toutes ces expériences? Parce que donc plein de périodes aussi, hein. On parlait tout à l'heure de l'IB, des grandes époques, etc. Alors c'est des époques un petit peu différentes, mais c'est quoi un peu les leçons que tu tires de toutes ces expériences? Écoute, du coup, je pense que je vais avoir surtout un prisme managérial parce qu'en fait, j'ai commencé le management hyper tôt. J'ai commencé, je crois que j'avais 28 ou 29 ans où j'ai eu ma première rédaction en chef. Puis après, comme j'adore ça, en fait, ça s'est pas arrêté. Je pense surtout, c'est que d'abord, la puissance du collectif. Ça paraît complètement bateau de dire ça, mais en fait, quand tu y crois dur comme fer, et moi, c'est mon cas, de se dire que quand tu arrives moi, je conçois vraiment ça, le management, comme la construction d'une équipe de foot. Et notamment à Eurosport, je me suis énormément inspirée des coachs en sport. Ouais. De se dire comment tu sélectionnes, quel joueur tu mets là plutôt qu'ici, et qui tu sélectionnes pour créer un collectif puissant et non pas un empilement d'individus hyper talents. Exactement. Ouais, parce qu'il y en a, mais donc, effectivement, s'ils ne sont pas team players, c'est compliqué. Exactement. Et d'ailleurs, là-dessus, pour le management, pour les personnes à des positions managériales qui nous écoutent, je vous recommande le bouquin de Sir Alex Ferguson, qui est donc coach exactement de Manchester United, qui a été historique et notamment il raconte la fameuse période où il a fallu brancher la génération de Cantona avec la génération montante de David Beckham, où tu as un choc des générations, un choc des cultures, un choc des personnalités. Et lui, il a réussi à faire en sorte que ça marche et ça brille. Et c'est incroyable. Et c'est vrai que ça, c'est un des talents quand même des coachs et donc des managers. C'est pouvoir faire bosser ensemble des gens radicalement différents. Et de jouer sur les complémentarités. Donc ça, c'est vraiment une grande leçon. Et pour que ça marche, ça, c'est aussi un truc que j'ai appris. Et c'est très difficile, c'est d'être sincère. Au début, moi, je sais que j'avais un côté très robot et hyper froid. Et il y a eu des personnes qui, je les en remercie, plusieurs, que ce soit à l'Obs, puis à Eurosport, qui ont vraiment eu le courage de me le dire. Et ça te fait vachement apprendre pour justement te dire, je suis le capitaine, je fixe le cap, mais plutôt que d'être devant, moi, je me vois vraiment au centre du collectif. Et si t'es sincère, t'arrives justement à te mettre au milieu de la troupe. C'est beau, c'est une belle leçon de management. non, mais c'est très bien, donc c'est des beaux enseignements. Mais c'est beau, tu vois. Ouais, bien et moi, sûr. Je trouve que quand tu vois, j'ai des souvenirs en conférence de rédaction à Eurosport, je me disais, mais c'est beau, tu vois, cette harmonie où les idées, ça fuse, ça circule, ça se challenge. Parce que les gens se sentent bien, se sentent écoutés. Voilà. Il y a un vrai collectif. T'as une harmonie, quoi. Quand t'as une harmonie, c'est là où ça devient beau. Et alors, pourquoi quitter tout ça qui se passait si bien pour cette transition? Donc là, pour le coup, lancement de médias, tu voulais un peu te re-challenger? Parce qu'en plus, pardon, mais tu quittes Eurosport avant une année exceptionnelle. Avant les JO. J'allais dire l'Euro, mais ça, l'Euro, c'est tous les 4 ans, etc., le mondial. Mais donc, au-delà de cette actualité sportive, on veut te challenger. Écoute, je pense qu'il y a eu plusieurs éléments et des synchronicités. Moi, je crois beaucoup à la puissance des synchronicités. Quand tu sais les identifier et que tu y vas, tu saisis les opportunités. Déjà, j'étais vraiment dans ma zone de confort. Les choses avaient pas mal évolué à Eurosport et surtout, je pense que j'avais aussi une petite fierté managériale de me dire que j'avais fait grandir pas mal de monde et moi, je me sentais de moins en moins utile. Donc, je me sentais moins à ma place qu'avant, en fait. Et surtout, je voyais que dans mon équipe, globalement, ça tournait hyper bien. Ça ronronnait un peu?
Pour moi, en tout cas. Ouais, l'équipe, non, mais pour à toi, titre perso, ouais. Intellectuellement, Ouais. le challenge, Exactement. etc. Et je sentais par ailleurs que, en fait, j'adore les valeurs du sport. En revanche, c'était pas un secret. Le sport, d'un point de vue compétition et résultat, j'ai toujours été assez indifférente, et malgré les 9 ans à Eurosport. Et j'avais envie de retourner dans une dimension plus info générale du journalisme pour me sentir utile. Je dis pas que le sport, c'est pas utile, parce que c'est très subjectif. Le sport, ça apporte un plaisir énorme aux gens, mais j'avais envie de retourner sur une thématique que je jugeais utile. Et alors, une fois que tu dis ça, une fois que tu as envie, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Donc, c'est pas évident. Et écoute, j'ai fait savoir à quelques personnes autour de moi que j'étais à l'écoute du marché. Et en fait, c'est là où, par un ami commun, Vincent Giré, qui à l'époque travaillait à Radio France, me sollicite. Exactement. De Radio France. Directeur de l'information à l'époque de Radio France, aujourd'hui directeur éditorial de 2050 Now, me contacte, on se fait un déj, et il me parle de ce projet. Et là, je me dis, mais c'est incroyable, parce que ça coche toutes les cases dont je rêve, construire un média. Là, c'était le 3e média que j'allais construire, donc je retourne à mes premières amours, autour d'un thème qui est hyper utile, essentiel, la transition écologique, au sein d'un groupe, les Échos Parisiens, que j'ai toujours beaucoup admiré, parce que des très belles constructions qui s'est allié l'ambition éditoriale, mais aussi une bonne gestion financière, parce que moi, j'ai toujours eu en tête qu'un bon média, c'est un média qui est bien géré, parce que j'ai eu trop d'expérience où, au bout de 4 ans, on te dit, tu fais des super audiences, mais il n'y a pas de business model, donc ça ferme. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un peu, ça, c'est un petit peu dur. Et donc, quand est-ce que tu as commencé à travailler sur 2050 Now? C'était il y a déjà quelques mois? Écoute, c'était il y a quelques temps. En fait, Vincent m'a contacté en juillet 2022. Tu vois, donc c'était 1 an et demi avant que je rejoigne le groupe, et on travaillait un peu en sous-marin. Tu vois, quand je dis en sous-marin, c'est à côté de notre boulot. Ouais. Alors, moi, j'étais affiner un peu les idées, exactement, pour poser en gros la vision, les grandes lignes, les objectifs. Et puis aller un peu vendre le projet à l'actionnaire, quoi. Exactement. Et puis et je trouve ça une bonne méthode, parce que finalement, c'est quand même une grosse prise de risque, tu vois, de se dire, moi j'étais hyper confortablement installée à Eurosport. Faut être très transparente aussi d'un point de vue financier. J'étais chez des Américains où j'avais des très bons revenus. J'adorais mon équipe, j'adorais ma mission. Donc pour partir, il fallait quelques arguments. Et de bosser en parallèle, ça permet de se réapproprier le projet et de prendre ta décision avec lucidité. Ouais, c'est ça. C'est pas juste sur un coup de tête, quoi. T'as réfléchi, t'as eu le temps, et puis d'un coup, tu te dis, en fait, ça t'excite, et c'est vraiment ça que t'as envie de faire. Et donc, c'est pas, juste pour le salaire. Ce qu'on comprend entre les lignes, c'est clairement pas pour le salaire, quoi. Petit aparté, on va parler un petit peu donc de 2050, donc qui est officiellement lancé depuis. Alors, j'ai plus la date précise. C'était en mi-avril. Mi-avril, ouais. 16 avril 2024. De cette année. T'as parté sur le titre. Pourquoi cette référence à Horizon 2050, puisque c'est l'année en fait où on est censé. Tu peux peut-être réexpliquer justement. Voilà. En fait, donc 2050 Now, c'est référence pour la date aux accords de Paris. Les accords de Paris, pour rappel, ils ont été signés en 2015, et c'est ce qui fixe le cap dans les très grandes lignes pour limiter le réchauffement climatique, pour que d'ici 2050, on ne dépasse pas le 1,5 degré de réchauffement climatique à l'échelle planétaire. C'est ça. Et donc, d'où ce cap 2050. Et le now, c'est pour se dire qu'il faut agir maintenant. Si on veut y être en 2050, c'est dès maintenant. Et ça fait aussi écho à une autre entité qui existe au sein du groupe, et avec laquelle on est très proche en termes de valeurs, qui est Change Now, qui est un événement annuel. Exactement, voilà, ouais. Mais qui fait pas partie du projet. C'est à part. Un projet ouais. Frère, j'allais dire, c'est des sœurs, en tout cas, dans le groupe. Donc oui, effectivement, ce petit clin d'œil à Horizon 2050, même si je sais pas si 2050 reste encore une date. J'imagine qu'avec le réchauffement qui s'accélère, alors, disons que les accords de Paris se portent toujours sur 2050, mais d'où le now, en fait, en disant, il faut, quoi qu'il arrive, il faut agir maintenant. Exactement. C'est quoi les objectifs de 2050 Now? Si on prend un petit peu de hauteur, peut-être même la proposition éditoriale. Ouais, surtout une proposition de valeur. En fait, on s'est fixé plusieurs objectifs, évidemment des objectifs d'audience, mais pas que. En fait, l'objectif, c'est de créer une audience qui va être engagée et qu'on va pouvoir transformer justement vers un business model. Que ce soit, et là, en fait, on construit une fusée à plusieurs étages. Si on prend les différents étages, tu as le sommet de la fusée, donc c'est les vidéos qu'on va développer sur les réseaux sociaux où il n'y a pas de publicité, pour pas qu'il y ait d'accusations de greenwashing ou de tentation de choses là. Et ensuite, tu vas descendre petit à petit vers un public de plus en plus qualifié et qui va, très pragmatiquement, de plus en plus payer. Donc, que ce soit vers de la newsletter gratuite, puis payante, du micro-learning, et ensuite, tu bascules du côté de la maison, on en parlera tout à l'heure, où là, c'est un volet qui est plus pour les entreprises.
D'accord. Et donc tout ça va se mettre en place. Vous avez 4 ans pour mettre ça en place En fait, pourquoi 4 ans? Pour comprendre pourquoi, c'est tout simplement que l'actionnaire nous a donné du budget et il nous accorde sa confiance pour 4 ans. L'objectif, c'est qu'on atteigne l'équilibre au bout de 4 ans. Et au bout de 4 ans, on fait un bilan. Ouais, et on verra si on continue. Exactement. Si c'est un CDD renouvelable, si ça se transforme en CDI. Il y a aussi des marques, j'ai vu, donc pour expliquer un peu aussi le projet, je pourrais en parler après. Donc il y a aussi la maison, il y a plusieurs piliers dans ce projet, et c'est ça, j'insiste un peu ceux qui écoutent, c'est comme tu l'as dit, il y a plusieurs étages, c'est pas en fait, il faut pas juger quelque part aujourd'hui sur uniquement ce qu'on voit, parce qu'il y a plusieurs piliers qui vont se mettre en place. Un de ces piliers, c'est quand même le côté la maison, qui est donc un revamping de NetExplo. Et donc il y a des annonceurs qui se sont, enfin annonceurs, ou je sais pas si vous dites des annonceurs ou des marques. C'est des entreprises partenaires en fait. D'accord. Qui étaient déjà partenaires de NetExplo. Ok. Et qui suivent. Qui suivent la maison. Ouais, ok. Et en fait, c'est vraiment la spécificité de 2050 Now. L'ambition du groupe, c'était pas de créer un média, parce qu'en fait, il en existe déjà beaucoup au sein de ce groupe. Et puis en plus, si on crée un média, le business model est souvent fragile. Il faut bien dire les choses. Ah bon? Là, c'était exclu. Donc c'est pas un média en fait pour vous, c'est quoi? Un écosystème. Voilà, c'est un écosystème où tu as la marque mère, on va dire, qui est 2050 Now, et ensuite tu as 2 gros piliers, le média d'un côté, la maison de l'autre, où le média est parfaitement indépendant éditorialement, mais il y a des passerelles entre la maison et le média. Donc quelque part le média est le fer de lance au niveau du grand public, et la maison, elle, c'est vraiment du côté de grosses entreprises, et l'objectif, c'est qu'on travaille ensemble pour faire rayonner les 2 marques, et ça peut être très concrètement, là, on a commencé par exemple cette année, chaque année, la maison publie ce qu'on appelle le Global Trends, donc c'est un petit cahier de tendances où ils vont identifier des centaines d'innovations, puis en primer une dizaine, où il y a une cérémonie qui s'est déroulée au mois d'avril à la Station F à Paris. Et nous, en fait, on a tout simplement fait 2 sujets sur des innovations, ce qui permet de valoriser des entreprises innovantes et en même temps de valoriser le Global Trends de la maison. D'accord. Et ça en est où cette transition de NetExplo vers la maison? Alors écoute, je laisserai Karen Fortin s'exprimer parce que là, c'est vraiment son sujet. Voilà. Mais c'est en cours. C'est en cours. Il y a du travail, il y a du travail dessus. Ouais. Donc, c'est quoi l'équipe? Donc, toi, tu t'occupes de la partie média, justement, de cet écosystème. En termes d'équipe, aujourd'hui, vous êtes comment? C'est que toi? Non. Je suis le média. Non. Mais en revanche, on n'est pas encore très nombreux. Aujourd'hui, il y a Vincent Giré, donc qui a la direction éditoriale. Lui, il porte vraiment la vision de l'ensemble. Ensuite, si tu descends, moi, à la rédaction en chef, il y a 2 journalistes, Fabien et Maëlys, qui sont à la prod. Et là, je suis en pleine phase de recrutement. Je vais plutôt te donner l'atterrissage final. Ouais. En fait, ça va être plus simple. On va être une rédaction où, en gros, côté vidéo, il va y avoir 7 journalistes vidéo, 2 places pour des apprentis. Je suis en cours de recrutement. Voilà. Une personne responsable audience. Et en fait, comme on va développer aussi des newsletters, il y a des personnes, entre 1 et 3 personnes, ça va venir pareil par étage, qui vont nous rejoindre. Et le montage, et on travaille avec des freelances, parce que concrètement, en gros, tous les métiers où il y a une forte dimension créative, graphisme, montage, ça, c'est des expériences que j'ai tirées du passé. Je prends des freelances pour qu'ils gardent leur créativité. D'accord. Ouais, ça c'est pas mal aussi, ce qui permet aussi de changer un peu. Exact. Mais surtout tu vois, à Eurosport, j'avais mis en place des graphistes. Enfin, on avait un graphiste freelance et pour lui, en fait, j'en discutais régulièrement avec lui. Il s'appelle Quentin Guichard, il est hyper talentueux, mais il y avait un vrai enjeu de savoir comment, au sein d'un groupe où tu es en CDI, tu fais tous les jours les mêmes choses, comment tu renouvelles ta créativité. Ouais. Donc, et ça, c'est très difficile. Ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Ouais. Si on parle un peu de production éditoriale, aujourd'hui, donc, le premier étage de la fusée, c'est une production qui est plutôt B2C, plutôt même à destination des jeunes sur les réseaux sociaux principalement. Je pense que ça, je sais pas s'il y a déjà beaucoup d'audience sur le site, mais j'ai quand même l'impression que ça se passe vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vu beaucoup de contenu avec des créateurs de contenu. Vous vous associez avec des créateurs de contenu? Ouais, exactement. En fait, alors petite parenthèse sur le site. En fait, 2050now.com, on a lancé la plateforme pour recueillir surtout des adresses mail pour la newsletter. En fait, il y aura pas de site internet. Ça va vraiment être une plateforme. À terme, il y aura pas de site. Non, il y aura pas de site. Non. On est vraiment, en fait, l'ambition, c'était de se dire, allons là où les gens sont.
c'est-à-dire sur les plateformes sociales, ou bien on vient à eux dans leur boîte mail, mais pas de site. D'accord. Et ça, alors, bon, on peut en parler, parlons-en d'ailleurs en même temps, c'est le podcast, on n'est pas limité par le temps. C'est quand même un peu dangereux. Il y en a des exemples de médias qui se sont dit, tiens, on va que sur les réseaux sociaux, et puis qu'en fait, qui dépendent des algorithmes. Bon, il y a ce côté newsletter, effectivement, je réponds pour toi aux questions. Mais non, vous n'avez pas envie d'avoir un endroit quand même chez vous où vous pouvez mettre en avant les services, l'offre, etc. Vous avez vraiment l'ambition de plus avoir de site. Ouais, il y aura un site vitrine, clairement, tu vois, et on se dit que ça va toucher une audience très qualifiée. Quand on dit très qualifié, c'est un mot un peu chic pour dire que ça va toucher peu de monde, mais en revanche, qui vont être très intéressés par notre offre et qui donc vont se transformer économiquement. Ouais. Mais en fait, avoir un site, alors c'est beau, je pense que ça fait très plaisir, mais le truc, c'est que d'abord, ça coûte très cher à construire, ça coûte cher à entretenir, et ensuite, pour faire venir du monde sur ton site, c'est quand même pas simple. Donc, on s'est dit en fait que l'objectif, on est vraiment guidé par le pragmatisme. Tu vois, l'exemple très concret, ce que je disais tout à l'heure, on va être une petite dizaine du côté de la production vidéo. C'est pas énorme. Quand tu compares les équipes du Monde ou du Parisien, c'est 20-25 personnes. Oui, c'est ça. Donc nous, on n'a pas vocation à être de faire la meilleure audience de France. Si on devient numéro 1, tant mieux. Mais vu le nombre où on va être, je ne pense pas. C'est de trouver un juste équilibre entre la puissance générée pour créer la notoriété et transformer cette audience vers les différents étages payants de notre fusée, newsletter payante, micro-learning et tout ce qui va relever de la formation pour les formation accompagnement entreprise. Si je reviens sur ce que vous faites aujourd'hui, donc, principalement sur Instagram. Instagram, TikTok et YouTube Shorts. Ouais. C'est quoi là la proposition de peut-être pas de valeur, mais éditoriale, ce qui vous distingue donc c'est sur des solutions principalement. Exactement. Comment est-ce que tu pourrais définir? En fait, moi j'aime bien les triptyques parce que tu les retiens facilement et ça permet aussi de bien les transmettre. Donc on a un premier triptyque qui repose, là c'est vraiment notre proposition de valeur, compréhension, solution, action. Donc compréhension, c'est du décryptage, expliquer ce qui se sait, ce qui se fait. Ensuite, les solutions. Donc, et là, pour le coup, solution vraiment au pluriel, pour inciter à une mise en action. Et si c'est pas une mise en action immédiate, c'est à minima de l'inspiration. Ouais. Donc, typiquement, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on n'est pas ? On n'est pas un média militant. On est engagé, mais pas militant. Et nous ne sommes pas un média de dénonciation. Donc et ça, t'as déjà des médias qui le font hyper bien. Donc en fait, on s'est vraiment dit, si tu veux, d'où vient cette idée ? Ça sort pas de nulle part. Lors de l'année où on travaillait sur le projet en parallèle de nos jobs respectifs, le groupe Les Écoles Parisiens a lancé une étude pour identifier en fait quel était l'état du paysage des Français aujourd'hui par rapport à la transition écologique. Ouais. Et en croisant plusieurs études, ce qu'ils ont identifié, c'est qu'il y a 14 millions, donc c'est quand même pas mal, 14 millions de Français et Françaises qui aujourd'hui sont dans l'inaction par rapport à la transition écologique, parce qu'ils se retrouvent coincés entre deux pôles extrêmes, si on peut dire. Ouais. D'une part, le pôle des militants, où ces Français estiment que le discours est très culpabilisant, et de l'autre part, un pôle plutôt du greenwashing et du climato-scepticisme qui les saoule et les dégoûte. Ouais. Et donc, si tu veux, on s'est dit, ça veut dire qu'il y a un potentiel de gens qui ont envie de bien faire, mais qui savent pas par où commencer. Et c'est vrai que quand tu vois la transition écologique, c'est tellement complexe et ça peut être tellement vertigineux qu'on s'est dit, il faut peut-être donner des modes d'emploi, en fait, très simples, pour se dire, voilà, on te met en action pour commencer à agir pour créer un monde meilleur. Ouais, c'est ça, c'est parce que effectivement le côté un peu radical qui peut faire peur et on le disait, des gens qui au final s'en détournent totalement parce que trop de culpabilisation. Et la radicalité est nécessaire. Tu vois, par exemple, pour en dans l'absolu, tu veux dire. Ouais, oui, elle est. Tu vois, on a besoin de gens qui créent des chocs, qui ouvrent des portes, mais ça revient à l'équipe de foot qu'on évoquait tout à l'heure. T'as besoin de gens qui créent des chocs et qui ouvrent des portes, qui parlent plus fort que les autres, mais derrière, t'as aussi besoin de gens qui arrivent derrière et qui disent maintenant je vais t'expliquer, ça va prendre un peu plus de temps, mais on va entrer en action et voici comment faire. Ouais. Et comment vous distinguez d'autres médias ? Parce que on en a eu à ce micro, il y en a plein, des brutes qui fait ça, Chaleur Humaine, un Vert, un Reporter, Fracas qui vient de se lancer, etc. Alors, comment tu penses que tu te différencies ? Il y a pas un de ces médias où tu te dis, tiens, ils apportent quand même aussi des solutions. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un positionnement un peu unique ? En fait, t'as beaucoup de médias qui traitent de l'environnement, de l'écologie ou du climat, mais qui sont beaucoup dans la dénonciation et qui fédèrent des grosses communautés de militants autour d'eux. Nous, je dirais que, tu vois, s'il peut y avoir des inspirations, elles se situent plutôt du côté de médias très constructifs comme Épicurieux, comme le Média Positif, comme Capao ou comme Expérience. Tu vois, voilà, c'est plutôt des médias comme ceux-là qui sont très orientés solutions.
Et Chaleur Humaine, tu vois, je trouve que Nabil Wakim, il fait un boulot remarquable avec le podcast, mais c'est un temps plutôt long. Et c'est vrai que les audiences d'un podcast sont en général inférieures à celles des... En tout cas, tu touches une cible plus faible, mais peut-être plus qualifiée que les plateformes sociales. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, vous êtes content des audiences que vous avez jusqu'à présent là sur comment qu'est-ce que vous suivez? De toute façon, c'est gratuit, donc c'est uniquement le nombre de vues. Alors, il y a le nombre de vues, mais moi, je tiens vraiment en compte plusieurs paramètres. Il y a le nombre de vues, très important, le nombre de réactions, de commentaires et le nombre d'abonnés. En fait, ce que je veux surtout pas, et ça, je tire les leçons du passé, c'est créer une audience qui soit volatile. Tu vois, donc je vais préférer qu'on renonce à certains sujets où tu sais que c'est très opportuniste, ça va te créer une audience hyper importante à ce moment-là, mais c'est pas une audience qui va revenir. Et donc nous, on a vraiment un enjeu. Là, on a une responsable audience qui nous a rejoint il y a quelques semaines et qui fait un boulot formidable là-dessus, justement pour qu'on construise une communauté où il faut qu'on essaye de garder cet engagement. Et on sait que quand on construit des audiences, plus tu vas grandir, plus ton engagement souvent en fait se réduit. Ouais. Et donc nous, on a vraiment ce souci de rester dans l'équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il faut que notre audience se transforme pour qu'on soit dans nos clous dans 4 ans. Ouais, clairement. Et ces créateurs, pardon, là, on est passé un peu rapidement dessus. C'est eux, ils sont rémunérés. C'est des partenariats. C'est comment vous travaillez avec eux? Comment tu les sélectionnes? Alors ça, ah oui, c'est vrai que tu m'avais posé la question sur les créateurs de contenu. On est passé sur autre chose, mais c'est pour ça que je reviens un peu dessus. Et écoute, en fait, donc ça, d'où l'idée est venue. Je trouve ça rigolo parce que je me suis dit finalement, tu vois, tout à l'heure au début du podcast, tu me disais quelle leçon tu tires. Et une des leçons que je tire, c'est que quand tu prends de la hauteur au niveau des grandes ficelles stratégiques éditoriales, en fait, il y a quand même des fils rouges que tu gardes d'une plateforme à une autre et de décennie en décennie, parce que à mon grand âge, j'ai 42 ans, j'ai connu les blogs, voilà. Et en fait, cette stratégie communautaire, je l'avais déjà mise en place à l'époque du Plus à l'Obs, où on avait déjà fait venir pour le tout début des personnes qui ont des communautés, et l'objectif, c'est vraiment de bénéficier de leur communauté. Ouais, bien sûr. Donc là, une sorte de cross-posting, en tout cas, où ils viennent avec leur commune, ils relaient, et ça fait accélérer. Ça fait accélérer. Et donc là, l'objectif, c'était de s'entourer en fait de personnes avec qui on va coproduire du contenu, et le crayon là-dessus nous a aidé pour sourcer les personnes, pour les identifier, et c'était de trouver des personnes. On cherchait pas les personnes avec des énormes communautés, on a préféré identifier des micro-influenceurs qui en fait ont des communautés assez intéressantes et en termes quanti et quali, où il y a vraiment, on va dire, des valeurs communes pour que leur communauté soit sensible à celle qu'on souhaite construire. D'accord. Et eux, ils sont pas forcément même si ils sont quand même toujours tous sur la transition écologique, ou vous essayez d'aller sortir un peu des chemins Écoute, c'est une super question. Au tout début, on a vraiment pris sur la transition écologique, et là, tu vois, on vient de signer un partenariat avec Lovely Veggie, qui elle est elle est pas directement sur en fait, elle fait des recettes de cuisine, et j'adore sa ligne de conduite parce qu'en fait, elle fait que des recettes qui sont végétariennes, voire végétaliennes. Ouais. Simplement, elle ne le dit jamais. Et ces recettes, quand tu vas sur son feed, en fait, c'est hyper beau. Et comme elle revendique pas le côté veggie ou végétalien, si tu veux, t'es d'abord attiré par la beauté de ses recettes. Ouais. Et puis après, tu dis, en fait, et accessoirement, c'est bon pour la planète. Et ça, ça, c'est vraiment, en fait, ce qu'on essaye de faire, de pas se revendiquer écolo, mais plutôt de se dire, en fait, on va juste être respectueux du monde qui nous entoure. C'est une distinction importante. Je le disais un peu en préambule, le terme un peu écologique, il est vraiment... il est très connoté. Hein. Très connoté. Il est très connoté, c'est pour politique. Ça que politique, parce que évidemment, tu as Europe Écologie Les Verts, et c'est pas du tout que je veux pas être associé à Europe Écologie Les Verts, mais je veux pas qu'on soit associé à un parti en particulier, en fait. Ouais. Et puis, en plus, tu vois, et ça, tu le testes assez aisément dans les conversations, si tu dis que t'es écolo, en fait, tu fais fuir déjà beaucoup de gens. Ouais. Alors que si tu dis que tu as juste envie de respecter le vivant et ce qui t'entoure, là déjà ça parle plus. Ça ouvre un peu plus, oui. Ouais. C'est vrai que c'est un mot, c'est un joli mot, mais c'est vrai qu'il est quand même très connoté. Et transition écologique, ça va. Parce qu'il y a le côté transition. Voilà, exactement. Ouais. Tu vois, je prendrai un exemple, par exemple, on prend l'exemple du vélo. Si je te dis, prends ton vélo plutôt que de prendre ta voiture, tu dis, franchement, t'es un peu relou. Alors si je te dis, prends ton vélo parce que tu vas être dehors, ça va te faire du bien, tu vas respirer l'air, et quand t'arrives au boulot, t'es hyper relax. Tu vois, là, la proposition de valeur, elle est super positive. Ouais, elle est pas dans le... Voilà. Et en fait, l'aboutissement elle-même, mais le chemin pour y arriver, notamment le chemin psychologique, est radicalement différent.
Ouais, c'est clair, c'est clair. On peut parler un peu de B2B, t'en as un petit peu parlé, mais je voulais quand même en parler. Alors, c'est moins effectivement toi qui t'en occupe, mais donc dans un article de Vincent, justement, dont on parlait, Vincent Giry, c'est un article du Figaro, il détaillait un peu l'offre éditoriale, micro-learning, offre d'emploi, etc. Est-ce que vous avez déjà un peu un calendrier là-dessus qu'on puisse voir comment ça va se dérouler tout ça? Ouais, parce que la fusée va être un peu longue à mettre en place, mais par contre, il y a un calendrier. En fait, là, on va dire que jusqu'à cet été, on va être vraiment sur les vidéos verticales courtes. À partir de septembre, on va avoir 2 développements qui vont arriver. Un, les vidéos horizontales sur YouTube. J'ai horizontal parce qu'en fait, on a déjà des shorts. Les shorts, voilà. C'est ce qui permet de les distinguer. Exactement. Quoi. Et la newsletter gratuite. Il y a aussi Green Universe, qui est un acteur de la newsletter payante qu'on vient d'acheter. De racheter, exactement, j'avais évoqué, parce que effectivement, ça avait été annoncé très tôt, et donc ça a été concrétisé, je pense, il y a quelques semaines. Il y a quelques jours, là. Ouais, exactement. Et ensuite, alors attends, qu'est-ce que je disais? Donc, newsletter, et à partir de 2025, tu vas avoir du micro-learning. Et autre brique qui peut rapporter des sous, c'est dans la newsletter gratuite. L'objectif, c'est d'avoir une job board et justement de pouvoir faire payer les entreprises. Exactement. Tout ça, encore une fois, à destination la B2C. C'est ça. Alors, c'est pas disons que tout ce qui va être la partie vidéo, que ce soit vertical, paysage et newsletter gratuite, là, on est vraiment dans le B2C. Micro-learning, c'est presque entre les deux. C'est ce qu'on appelle, nous on a appelé ça le B2 Pro, c'est-à-dire que t'es un peu entre les deux, B2C et B2B en fait. D'accord. Et c'est vraiment des gens qui ont envie d'entrer en transition. Ouais. Et votre ambition ultime, elle est vraiment de se dire, je prends un jeune par la main sur les réseaux sociaux, je l'accompagne et je le qualifie. Je vais essayer de pas prendre que des termes marketing, mais plutôt dans son parcours, le faire un peu grandir. Il s'abonne à la newsletter, derrière il se forme. Voilà, et puis peut-être demain, quand il sera en poste, il a envie via son entreprise de bosser. Et c'est là où le pilier de la maison arrive. Ouais, exactement. C'est un peu ça, l'articulation. Ouais. En fait, l'articulation, c'est l'ambition, c'est vraiment de se dire qu'on prend les gens par la main et on leur fait une proposition depuis la sphère personnelle hyper individuelle, c'est-à-dire toi face à ton téléphone et tes vidéos verticales. Et même plutôt jeune. Alors pour le moment, et jeune pour le moment, jusqu'à la sphère hyper professionnalisante du COMEX, puisque la maison s'adresse aux gens des COMEX ou tu vois, de gens plutôt qui sont à des positions managériales. Et je parlais d'ambition parce que c'est quand même ambitieux de se dire, tu vois, de pouvoir parler avec le tutoiement comme vous le faites sur des vidéos avec des créateurs de contenu très jeunes, jusqu'à demain vendre de l'événementiel ou organiser des choses avec les comex, etc. Ça peut paraître un grand écart. Bah écoute, de toute façon, si on n'est pas ambitieux, je pense qu'on on se distingue pas. Non, et on a la chance, en tout cas, moi j'estime que j'ai beaucoup de chance d'être dans un groupe, les écoles parisiens, qui nous font confiance avec Corinne Mrégène, la DG du groupe, qui est ultra motivée, voilà, exactement, et qui avec Vincent porte le projet. Donc je trouve que on a les moyens et on a surtout le soutien managérial pour cette ambition. Et tu vois, Vincent a déjà organisé ce qu'on appelle le club 2050 où il a réuni plein de gens, tu vois, qui faisaient partie justement de Comex, qui bossent dans la RSE. Et c'était une réunion où c'était incroyable. Tu as 50 personnes qui sont réunies dans une salle sans caméra, sans appareil photo. Donc la parole est totalement libre. Et tu avais des interventions de Laurence Toubiana, qui a été architecte des accords de Paris, du PDG de Saint-Gobain, de Laurent Berger. Enfin, tu vois, des gens quand même qui comptent. Et là, c'est une source d'inspiration inestimable. Ouais. Mais même pour toi, tu veux dire que ça peut t'inspirer pour moi, j'y étais, pour le média exactement. sur Instagram, faire des... Laurence Toubiana, on avait fait une vidéo avec elle, par exemple, tu vois, où elle nous raconte les coulisses des accords de Paris. Donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver des liens. Et ça, c'est aussi, tu vois, une leçon que je tire du passé pour justement être hyper convaincu que c'est ce qu'il faut faire, c'est de se dire pourquoi je crée de l'audience, en fait. Et l'audience à tout prix, pour moi, ça n'a aucun sens. Non, surtout quand c'est gratuit. Tu vois, voilà, exactement. T'as pas d'inscription, tu récupères pas de data exactement. Pour le moment. Donc c'est vraiment, tu vois, se fixer un objectif. Et moi, à chaque fois, ça avec que ce soit les équipes à l'époque d'Eurosport ou aujourd'hui, de se dire pourquoi on fait ça. Et il faut se fixer des micro-objectifs. Et à chaque fois, tu vois, typiquement à Eurosport, à chaque fois, il y avait 4 micro-objectifs. Est-ce que tu crées de l'audience qui va générer de la notoriété? Est-ce que tu crées de l'audience qui peut générer de l'abonnement? Est-ce que tu crées de l'audience qui répond à un potentiel de contenu sponsorisé? Et il y en avait un quatrième dont j'ai oublié, mais tu vois, si à chaque fois t'as vraiment ces 4 éléments, tu les coches, t'y vas, quoi. Ouais. C'est intéressant. Et donc Green Universe,
pareil, donc média là sur la transition écologique, mais très B2B, va continuer sous son nom Green Univers. Ils vont continuer sur leur nom Green Univers et eux vraiment. Donc ça a été créé par Patricia Laurent qui va nous rejoindre aussi. Exactement. Voilà. Et il y a une associée, je suis vraiment désolée, je ne connais plus son nom, mais tu vas le retrouver. Et en fait, c'est une newsletter qui a vraiment été gérée de main de maître pendant des années, à la fois éditorialement et d'un point de vue business. Et en fait, Laurence Benamou. Laurence Benamou, voilà, exactement. Et Julien Foulquier. Ok, alors ça, Julien Foulquier, j'avais plus son voilà, nom. Mais moi, je le vois sur un article de CB News qui parlait de ce rachat, mais au moins, ils auront été cités. Et donc l'ambition, c'est de se dire que avec les petits moyens qu'ils ont, ils ont construit une très, très belle mécanique à la fois éditoriale et financière. Et c'est de se dire que si on leur donne les moyens de se développer, des moyens à la fois marketing et éditoriaux pour développer d'autres verticales, on va pouvoir multiplier la croissance à la fois en termes d'audience et économique. D'accord. Et tu vois, alors je te repose la question. C'est vrai que là, aujourd'hui, Green Univers, très B2B, très transition, 2050 Now, Instagram, vidéos courtes. Encore une fois, là, je me dis, tu vois, c'est deux mondes différents qui ne se parlent pas, quoi. Justement, c'est l'enjeu. Tu vois, typiquement, prenons Green Univers, eux, ils sont spécialisés dans l'énergie. Ouais. Et l'énergie, aujourd'hui, au niveau du grand public, c'est quasiment pas pris en compte. Alors que dès que tu bouges, pas pris en compte dans quel sens? C'est méconnu en fait. Tu vois, souvent quand on parle de transition écologique, on parle de manger moins de viande, d'acheter moins de vêtements, de moins prendre l'avion. Mais l'énergie, alors je vais pas trop m'avancer parce que je suis pas du tout experte du secteur, mais c'est absolument clé. Et l'objectif justement, c'est d'essayer de créer des ponts. Ça va prendre un peu de temps, mais pour essayer de rendre plus grand public des thématiques qui pour l'instant ne sont considérées que B2B. Ouais. Et notamment, tu vois, tout ce qui relève des énergies renouvelables, ça va être en jeu. Et je trouve que d'un point de vue narratif, c'est un super challenge, tu vois, de se dire comment rendre sexy quelque chose qui a priori ne l'est pas du tout. Ne l'est absolument pas, effectivement. Sauf quand tu es dans le secteur, évidemment, ça peut t'intéresser. Donc on voit quand même l'idée, mais le travail reste encore énorme, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je suis venu, c'est pour ça que j'ai signé. Exactement. Ouais. Et donc 4 ans ou 2 à 4 ans. Disons que d'expérience, là c'est le 3e média que je monte. D'expérience, il faut 2 ans pour stabiliser la machine et 2 ans pour créer de la puissance et ensuite tirer un bilan. Ouais. Et toi, à titre perso, donc tu restes là pour le moment sur la partie média ou tu sais précisément ce que tu vas faire. Tu vois, là par exemple, Green Univers, est-ce que demain il peut y avoir d'autres choses, ton rôle peut évoluer là-dessus ou c'est assez clair, tu es sur cette verticale du média dans l'écosystème 2050 Now? Moi, ce que j'ai appris, c'est que surtout quand tu bosses dans le digital, faut être super flexible. C'est clair. Voilà. Et non, après, pour le moment, on va dire que dans les 2 prochaines années, j'ai quand même une très très grosse mission pour mettre en place tout ce qui relève contenu, mettre en place stabilisé. Ouais. Donc, c'est-à-dire tout ce qui relève de la vidéo, la newsletter gratuite. J'aide Vincent sur le micro-learning. Et après, il va y avoir un enjeu évidemment de créer des passerelles avec Green Univers et avec la maison. Ouais. Donc, une fois qu'on aura fait tout ça, on verra. Ça va être intéressant de suivre. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. On verra comment vous avez réussi à faire ces ponts. Voilà, il y a du travail à faire, mais je vois bien la vision. En fait, je vois la vision. Et tu vois, et finalement, c'est pour ça qu'en fait, je suis très. Alors, d'abord, je suis d'un naturel optimiste, mais aussi d'un point de vue très pratique. Moi, ça me paraît totalement atteignable parce que, en fait, j'avais déjà fait ça à Eurosport sur d'autres thématiques, mais en fait, tu vois, la gymnastique intellectuelle était la même à Eurosport. Moi, quand je suis arrivé, je bossais uniquement sur le digital. Et en fait, le digital et le linéaire étaient très nettement séparés. Et il a fallu créer des ponts. Comment tu crées des ponts avec les équipes internationales, avec les équipes qui étaient 100% linéaires et ensuite où il a fallu faire bosser tout le monde ensemble. Et en gros, c'est comment tu crées une grammaire commune en se disant que on va pas tous tout d'un coup se mettre à créer des contenus qui sont valables sur toutes les plateformes, mais c'est à minima s'interroger et se dire créons un squelette commun et ensuite comment t'adaptes en fonction des plateformes. Ouais, ça peut effectivement faire bosser un peu les gens ensemble. Exactement. Et trouver une manière de... Ouais. Et c'est hyper valorisant, tu vois, par exemple, de se dire, aujourd'hui, je m'adresse à une cible qui est certes hyper qualifiée, mais qui est assez petite, de se dire, comment est-ce que je vais pouvoir donner un coup de main pour que mon contenu s'adresse à un plus large public. Ouais. C'est très grisant aussi. Puis en termes de reconnaissance, tu vois, c'est vachement valorisant aussi. Ouais, c'est clair. Non, mais on comprend effectivement tout. Pourquoi tu as fait ce choix, en tout cas. J'ai pas posé la question, on a un peu parlé quand même sur le côté politique. Est-ce que tu t'es quand même dit, tiens, arriver dans le groupe Le Parisien, Les Échos, LVMH, etc., parler d'écologie, est-ce que on va pas me taxer de greenwashing, etc.
Est-ce que c'est sérieux ? C'est une vraie question et moi je me la suis posée clairement, et d'ailleurs c'est une question que je pose très explicitement à tous les entretiens des personnes qui sont amenées à nous rejoindre. Écoute, d'abord je pense qu'il y a un alignement personnel qui est éminemment subjectif, et après moi je me dis qu'on a la confiance pour 4 ans, et pour le moment en tout cas il n'y a eu aucune intervention éditoriale. J'ai largement confiance en Vincent Giré et Corinne Régène pour préserver la ligne éditoriale du projet. Donc le risque zéro n'existe pas, hein. Ouais. Faut être lucide. Faut être lucide. Et c'est à chacun, et là pour le coup c'est une question managériale, voilà, de savoir bien défendre son alignement. Ok, écoute, pareil, ça en suivra ça sera intéressant, parce que forcément, tu vois, tu te dis, bon, bah voilà, tu vas un peu surveiller. Quand t'es un petit média indépendant type Vert, bon, tu te dis, a priori, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent parler, ils peuvent dénoncer aussi, comme tu l'as dit. C'est pas la proposition de valeur de 2050 Now, mais ce sera quand même intéressant de voir effectivement comment ça évolue, les sujets que vous traitez, et comment tu peux parler d'une écologie différente, qui est pas militante, mais qui pourtant peut apporter des solutions. Ça va être une ligne qui va être intéressante. Ouais, exactement. Et puis tu vois, là même, on a commencé à parler on parle, même c'est pas on a commencé, mais on parle de sobriété, tu vois, en permanence. Et ça pourrait paraître étonnant au sein d'un groupe comme LVMH, mais en fait, c'est chargé de cohérence, et puis on n'a pas le choix. En fait, ça c'est intéressant. On n'a pas le choix. Ouais, quelque part, la planète, les ressources, s'en foutent de gauche, de droite, de luxe, de croissance, de thunes. L'écologie, il n'y a pas de couleur. Hein. Non, exactement. Ouais. C'est pour ça que c'est encore une fois intéressant de voir cette initiative. Les prochains projets, j'allais te demander, mais on l'a un peu évoqué quand même, tout ce que tu as à faire. Est-ce qu'il y a des médias ou des exemples qui t'inspirent, que tu regardais avant, que tu regardes aujourd'hui, ou des choses vers lesquelles t'aimerais aller en disant ça c'est vraiment sympa à suivre? Écoute, il n'y a pas un média qui m'inspire, c'est plutôt, on va dire, une sphère, un univers. Ouais. On va dire qu'au niveau de la pédagogie, je trouve que Nabil Wakim, il a fait un super boulot avec son podcast Chaleur Humaine. Après, c'est des formats qui sont assez longs, donc le challenge, tu vois, c'est de dire comment est-ce que tu arrives à la même pédagogie en quelques 1 minute, 3 minutes. Ouais. Et puis, tu vois, dans les médias inspirants, t'as des médias très portés sur l'innovation comme Kappa ou Épicurieux, tu vois, avec une super pédagogie, je trouve. Donc on va plutôt picorer à droite à gauche, tu vois, pour vraiment et Brut aussi, ils ont fait un super boulot. Moi, il y a une autre, ça c'était plutôt une collab que j'avais trouvé hyper inspirante, c'est Climax et Combini qui ont fait toute une série de contenus ensemble. Ouais. Et là pour le coup, bravo à eux parce que c'était super costaud à la fois sur le fond et la forme. Donc tu vois, on essaye de se nourrir à droite à gauche et puis pour créer notre propre identité. Ouais. C'est des beaux exemples, effectivement. Climax, on les avait reçus aussi. Je trouve qu'ils ont pas mal réussi, ils ont trouvé leur positionnement. Ouais, Laurent et Dan, on bosse aussi avec eux sur la newsletter. Ils sont, c'est vraiment éditorialement, c'est très remarquable et tu vois, ils ont vraiment trouvé une radicalité. Et nous, c'est vraiment ça notre enjeu. Tu l'as aujourd'hui, t'as l'impression d'être arrivé, pas encore. Il y a un ton 2050 Now, il y a un format. Je pense que le ton, on y arrive de plus en plus. Tu vois, pour moi, ça c'est une leçon que je tire des expériences du passé, c'est que quand on sera copié au niveau des titres, au niveau des accroches, ou comme tu vois, par exemple, moi je me souviens à l'époque du Plus Ops, en fait nos titres étaient vraiment très singuliers en fait, et ils étaient copiés et c'est vrai que les journalistes parfois étaient vexés, mais moi je leur disais mais quelle récompense, c'est génial. C'est une reconnaissance. Donc non, ça va. Je pense qu'au niveau de la ligne éditoriale, de la DA qui a été réalisée par Léotix, je pense que là-dessus on est vraiment on est plutôt bon. Alors c'est amélioré, mais en tout cas il y a une base solide. Non, c'est au niveau de la ligne éditoriale, ça va. Tu vois, il faut qu'on teste au fur et à mesure. Mais en tout cas, je trouve qu'au niveau des bases, on tient plutôt un bon bout. Voilà. Et t'es content des audiences? Je vais poser la question tout à l'heure, mais je sais pas si tu t'es fixé des objectifs pour te dire on y est, ou c'est décevant. J'imagine que tu me le dirais pas. Ouais. Écoute, tu veux que je te dise, si tu m'aurais invité il y a 2 mois, je t'aurais dit poliment, c'est le début. On travaille. Voilà, c'est le début. Et non, là, depuis 1 mois et demi, ça commence à prendre. Après, tu vois que sur les plateformes sociales, le paysage est quand même déjà bien saturé. Donc, c'est vraiment difficile de se faire une place. Je le savais. Mais après, en fait, pour moi, c'est vraiment de la méthode, en fait. C'est de la méthode, du boulot. Bien bosser avec les plateformes, tu vois, pour comprendre les algos, les évolutions et trouver le bon équilibre pour répondre à une demande, que ce soit une demande éditoriale ou narrative, tout en
ayant ta propre singularité et gardant ton éthique éditoriale, tu vois, pour pas tomber dans des contenus qui sont hyper populaires ou démagos, quoi. Ouais, exactement. L'algo, qui trahissent un peu ce que tu disais tout à l'heure, votre ligne, quoi. Ouais. Non, et là où je suis contente au niveau des évolutions des audiences, c'est qu'en fait, nos audiences, notre nombre de vues et d'abonnés croît tranquillement mais sûrement, tout en préservant justement l'engagement, c'est-à-dire le nombre de partages et le nombre de commentaires. Ça, pour nous, c'est vraiment très important. C'est que de l'organique ou vous avez un peu fait d'acquisition ? Il y a un peu de paid, ouais. D'accord, que vous faites en interne. Et qu'on fait en interne. Et ce qu'on voit justement, ça aussi, je travaille ça beaucoup avec la responsable audience, c'est de s'assurer que le paid n'est qu'un accélérateur pour l'organique. Oui, pas un truc artificiel avec peu d'engagement, etc. Et donc, ça passe par quoi, ça ? Ça passe par un pilotage, en fait. Un pilotage des audiences. Et vraiment, ça, pour le coup, c'est 2 fois par semaine. De se dire, OK, on fait le point. Est-ce que le paid a permis de générer plus de croissance organique ? Et ensuite, ça va être aussi de piloter pour savoir quel type de public tu veux toucher, entre évidemment hommes-femmes, mais aussi les âges. Et donc ça, c'est vraiment du pilotage sur mesure. L'objectif surtout, c'est de se dire que pour le début, on a besoin de puissance. Tu vois, il faut créer de la puissance et après on va émerger. Il faut réussir à s'installer. Exactement. Puis, tu vois, si on a un média, on a du budget pour ça et on n'a pas le temps, tu vois, de se dire on va voir pendant 1 an. En fait, si ça passe. Donc, t'es obligé quelque part d'accélérer. Est-ce que t'es obligé, en tout cas non, mais dans l'équation, en tout cas, t'es obligé de donner un coup d'accélérateur. Voilà. Tu vois, t'es obligé de donner un coup d'accélérateur. Disons que quand t'es un individu, quand t'es un créateur, créatrice de contenu, tu peux te dire, je vais voir. Pour certains, ça accélère tout de suite. Pour d'autres, ça prend 1 an. Ouais. Nous, on peut pas se permettre de se dire, je vais voir. Parce que tu dois tirer des enseignements avant. T'as à la fois la chance d'avoir du budget de pouvoir le faire et à la fois la contrainte de voir si ça peut marcher à l'échelle. Et en revanche, tu vois, on le fait en étant très raisonné et rationnel. Voilà, en fixant des objectifs et des points d'étape réguliers. Oui, tu crames pas ton budget juste pour avoir des grosses audiences qui font plaisir, mais qui derrière c'est totalement artificiel. Mais toujours pareil, c'est à quoi sert cette audience en fait. Et la question du pourquoi. Pourquoi ? Où est-ce que tu vas ? Ça, c'est essentiel. Mais là, pour le moment, tu les rediriges vers rien. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais l'objectif, justement, c'est petit à petit d'avoir les étages bien engagés pour que le jour où tu as un nouvel étage, ça puisse dérouler. Et écoute, on arrive à peu près au bout de cet épisode. Est-ce qu'il y a un autre sujet que j'ai pas évoqué, que tu aurais voulu évoquer sur 2050 Now ? On a fait le tour, j'ai l'impression, quand même des sujets. Et surtout, je le redis parce que t'as eu la gentillesse d'accepter cette invitation, alors que c'est vraiment un work in progress. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment le début. Donc, il est beaucoup trop tôt pour tirer des enseignements, mais j'étais un peu quand même curieux d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce projet, effectivement, où tu peux faire un procès d'intention en disant machin, et puis c'est pas toujours forcément encore hyper clair parce que vous ne l'avez pas encore tout mis en place. Donc, essayer de comprendre un peu cette articulation. J'espère que cet épisode aura permis, en tout cas, d'éclairer un peu tout ça. Il me reste la dernière question, Aude, qui est gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager et non une vidéo de 2050 Now? Pas accepté comme réponse. Non, ce sera pas une... Ce que tu veux. Écoute, un truc cool, c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années et qui a changé ma vie. C'est un truc qui est très bête, mais pas si simple à faire. C'est quand tu te balades quelque part et que tu vois quelque chose de beau, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes et tu regardes. Tout simplement. Et c'est tout bête, mais essayez de faire ça. Ouais. Et ça peut être une fleur, un arbre ou n'importe quoi. Et tu t'arrêtes et tu prends les 5-10 secondes pour respirer et prendre le temps de prendre conscience. La pleine conscience. Exactement. Et ça change ta vie. Et tu vas voir que si tu fais ça petit à petit, tu vas ralentir. Et j'ai un peu mieux ancré dans le présent. Dans le réel, dans le présent et surtout dans la conscience de ce qui nous entoure. Écoute, merci pour cette parole bien sage. Et on essayons tous de l'appliquer, de pouvoir s'arrêter quand on voit un truc intéressant. Et même quand tu es en mouvement, ça, tu vois, c'est un truc que je fais aussi. Je fais beaucoup de vélo. Et quand je roule, seul, parce que je peux pas le faire quand il y a tout le groupe, mais régulièrement, en fait, je m'arrête, notamment quand c'est la saison des coquelicots ou des violettes. Et tu vois, vraiment prendre le temps de s'arrêter, c'est magique. Ça provoque vraiment une sensation assez hors norme. Et puis dans cette même ça va être un peu cliché, mais dans cette société où tout va très vite, où on bosse beaucoup, où on est pris dans un rythme, on prend pas souvent le temps de s'arrêter, effectivement. Donc, des fois, quelques secondes suffisent. Et c'est surtout pour voir des choses, en fait, qui sont devant nos yeux. Ouais.
Les enfants aident pas mal à ça. J'ai quand même remarqué parce que eux le font un peu naturellement, tu vois, ils sont moins pris par cette vie un peu speed et ça aide. Mais c'est un bon conseil, donc et c'est cool dans le sens. C'est chill. C'est chill, exactement. Donc c'est un très bon conseil que tu nous donnes. Merci Aude pour ta transparence en plus sur ce projet 2050 Nao. On suivra ça de près. Je serais ravi de pouvoir peut-être dans 1 an, 2 ans ou 4 ans, si je fais encore Mediarama, si t'es encore là-bas, voir un petit peu comment tout ça a évolué. Si on veut te poser des questions, on peut te joindre sur LinkedIn. Et si on veut postuler. Alors j'ai une gestion de mes mails qui est particulière. Je réponds à tout le monde, mais par contre, je réponds rarement dans les 24 heures. Si vous voulez postuler, je réponds à tout le monde, mais absolument tout le monde. Parce que ça, c'est prioritaire. Voilà, ça, et surtout, on a tous débuté, on a tous candidaté, donc ça, vraiment, j'y fais c'est hyper important. Non, je suis joignable sur LinkedIn, par mail, et pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, WhatsApp est encore le meilleur chemin. Voilà, exactement. Écoute, merci beaucoup, Aude, encore une fois, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.